Choc. Zelensky et Poutine vont se rencontrer en face-à-face en Turquie. Poutine a-t-il assez de courage? Pendant ce temps, la Russie pousse vers la Suède. Le renseignement militaire tire la sonnette d'alarme. Une attaque contre l'OTAN pourrait-elle vraiment arriver? Fedorov apporte des armes puissantes à Kiev. Les Alliés les ont remises aux Ukrainiens juste après Ramstein. Les forces armées ukrainiennes s'arment jusqu'aux dents. Panique au Kremlin. Un complot mondial contre Moscou. L'Ukraine est-elle au centre de tout cela? Poutine se retire déjà dans son bunker. Le monde est en feu. Analysons ce qui se passe en ce moment même. Bonjour, c'est Ukraine Today. Ici Maria Farfanova avec les dernières nouvelles. Zelensky est prêt à rencontrer Poutine en Turquie. Le président ukrainien est ouvert à une rencontre avec le dictateur russe avec la participation d'Erdogan et de Donald Trump. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'Ukraine veut une réunion au sommet en Turquie. Nous sommes prêts pour une réunion des dirigeants en Turquie, au format Zelensky-Poutine, avec Erdogan et Trump. Nous avons récemment transmis ce signal à nos partenaires turcs. La Turquie joue un rôle important dans les efforts de paix. Sibia a ajouté que les équipes de négociation de l'Ukraine et des États-Unis sont en contact permanent. Nous attendons la visite de l'équipe de négociation américaine en Ukraine pour discuter de la suite. Le ministre a noté que l'Ukraine salue les efforts américains pour rapprocher une paix juste et globale. La période la plus difficile de notre voie diplomatique bilatérale avec les États-Unis est déjà derrière nous. Nous avons réussi à stabiliser cette voie de manière pragmatique, dans le respect des positions de chacun. L'Ukraine a vraiment des cartes en main. Le ministre a souligné que les partenaires doivent accroître la pression sur la Russie. C'est le seul moyen d'accélérer les efforts de paix. Nous sommes prêts pour un cessez-le-feu. Poutine doit réaliser qu'il n'atteindra jamais ses objectifs sur le champ de bataille. En Suède, les autorités préviennent que la Russie pourrait préparer une provocation contre l'OTAN en mer Baltique. Le chef des armées suédoises, Mikael Claesson, a déclaré au Times que la Russie pourrait mener une opération limitée. Il ne s'agit pas forcément d'une opération à grande échelle, mais plutôt d'une démonstration d'intention pour voir, observer la réaction. Selon les évaluations militaires suédoises, l'une des cibles potentielles pourrait être l'île de Gotland. Claesson a souligné que la Russie pourrait utiliser une telle opération pour tester l'unité de l'Alliance. Nous devons rester vigilants et dissuader la Russie par notre présence dans les zones stratégiques du Nord. Et bien sûr, dans la mer Baltique. Le renseignement militaire suédois estime également que la menace russe va continuer de croître. Selon les analystes, Moscou peut déjà frapper la région et pourrait étendre son agression d'ici quelques années. Claesson a prévenu que même la fin de la guerre en Ukraine ne garantirait pas la stabilité en Europe. Je n'exclus pas non plus qu'il se prépare à une forme de confrontation militaire visant à restaurer une sorte d'expansion géopolitique ressemblant à l'ancien empire russe ou peut-être même à l'Union soviétique. Le triomphe de l'Ukraine en direct à l'antenne. Le ministre de la Défense Mikhailo Fedorov a obtenu ce qui semblait autrefois impossible pour Kiev. 4 milliards de dollars pour renforcer la défense aérienne et plus d'1,5 milliard de dollars pour les drones. Des résultats rapides suite à la réunion de Ramstein. En conséquence, 5 partenaires ont immédiatement annoncé de nouvelles contributions au programme PURL. La Norvège allouera plus de 500 millions de dollars pour équiper les brigades de drones, ainsi que 150 millions de dollars pour la logistique. Les Pays-Bas fourniront plus de 200 millions de dollars pour les drones. La Belgique orientera des fonds supplémentaires vers l'approvisionnement en munitions et la défense aérienne. L'Allemagne aidera à renforcer la défense aérienne et les capacités à longue portée de l'Ukraine. Le Royaume-Uni fournira des drones. L'Espagne soutiendra l'Ukraine via l'initiative SAFE de l'Union européenne. Le Canada renforcera certains domaines de défense. Je tiens à souligner l'initiative de renforcement de la défense aérienne lancée par Boris Pistorius, qui a déjà attiré 2 milliards d'euros pour des livraisons urgentes. Il y a également eu d'importants signaux de soutien du Royaume-Uni, de l'Allemagne et du Canada pour une extension de la coopération. Un complot contre Moscou. Lavrov a accusé l'Occident de créer un nouveau bloc militaire impliquant l'Ukraine. Ces remarques ont été faites lors de la réunion au format Ramstein où les Alliés ont discuté du soutien à Kiev et de nouveaux programmes d'aide.
Le ministre russe des Affaires étrangères a évoqué les propos du secrétaire adjoint à la défense des États-Unis, Colby, au Sénat, affirmant qu'il a parlé de l'intention du président Donald Trump de pousser la Russie et l'Ukraine vers un compromis et de considérer la paix comme faisant partie d'un endiguement à long terme de la Russie. Lavrov a aussi déclaré que l'idée d'un nouveau bloc militaire vient des États-Unis et est promue par l'envoyé spécial Keith Kellogg. Selon lui, l'Ukraine pourrait devenir un participant clé. Selon le chef de la diplomatie russe, les États-Unis tentent de rejeter le fardeau de l'endiguement de la Russie sur l'Europe afin de se concentrer sur la direction de la Chine. Lavrov a souligné que Moscou considère ces mesures comme une menace directe pour sa sécurité et répondra par tous les moyens disponibles. Et enfin, le front diplomatique est soudainement redevenu actif. Discussions, visites, canaux officieux, tout bouge en même temps. On rapporte même que Jared Kushner et Steve Witkoff pourraient se rendre en Ukraine. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Garantie de sécurité, cadre de paix et décisions qui pourraient remodeler toute la région. Alors, que sortira-t-il de ces réunions et que rapportera-t-on à Washington? Les réponses sont peut-être plus proches qu'on ne le pense. Restez à l'écoute. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran au Pakistan ont déçu Trump. Ses proches collaborateurs de confiance, Steve Witkoff et Jared Kushner, ainsi que le vice-président J.D. Vance, sont de retour. Nous avons établi et communiqué avec une clarté absolue où se trouvent nos lignes rouges non négociables, ce que nous sommes prêts à envisager pour un compromis et ce que nous ne sommes pas. C'est tout à fait possible. Désormais, Witkoff et Kushner viendront à Kiev pour reprendre le processus de négociation concernant la paix en Ukraine. Je leur ai dit, venez d'abord chez nous et allez ensuite à Moscou. Tenons une réunion trilatérale dans ce format. Il est encore difficile de dire s'ils viendront réellement chez nous ou ailleurs. Une réunion trilatérale des équipes de négociation aura lieu dans un autre pays. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. L'Ukraine est à nouveau prête à énoncer ses propres lignes rouges. La possibilité de le faire sur notre propre territoire est un avantage. Après tout, pour la première fois depuis le début de la guerre totale, Witkoff, qui se rend régulièrement à Moscou, pourrait visiter Kiev. C'est une chance de montrer tout d'abord en termes généraux, disons, les spécificités globales du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, sa profondeur, afin qu'ils puissent parler aux militaires, afin qu'ils puissent parler aux gens qui ont tout perdu. Et ces gens sont russophones. Le sénateur Lindsey Graham, un républicain, pourrait également rejoindre la délégation. Il est l'auteur de projets de loi de sanctions contre la Russie et partisan de la fourniture de missiles ATA-CMS à l'Ukraine. Il n'est certainement pas un ami du Kremlin. Il n'est certainement pas un ami de Poutine. Ce que Trump ne peut pas dire sur Poutine, Graham le dit et le laisse entendre. Par conséquent, la visite de Graham signifiera ce qui suit, que les États-Unis sont prêts à orienter l'ensemble du processus de négociation vers une pression spécifique sur la Russie. Car pour l'instant, Moscou, au contraire, ressent un sentiment d'impunité. Les sanctions sont levées, l'économie de la Russie est alimentée par les pétrodollars et la rhétorique publique est aussi loyale que possible. Dmitriev se rend directement à Washington. Pour l'Ukraine, la prochaine étape des négociations sera difficile, notamment dans le contexte de la récente déclaration du vice-président des États-Unis, Vance, selon laquelle l'Ukraine et la Russie, je cite, négocient pour quelques kilomètres carrés. N'était-ce pas Vance ? Je me demande qui a réellement eu cette idée. Vous voyez, ils ont tout simplement mordu à l'hameçon trompeur que les Russes leur avaient soigneusement préparé. Le porte-parole de Poutine, Peskov, a également mentionné ces soi-disant quelques kilomètres de désaccord. Pour ces dizaines de kilomètres, comme ils les appellent, de lignes de front, mais en réalité, c'est plus de 40% de la région de Donetsk. Ils doivent sacrifier un nombre énorme de soldats russes, de techniciens et d'équipements, et essentiellement verser des millions de dollars dans la guerre. Bien sûr, il est bénéfique pour la Russie de gagner des territoires qu'elle ne peut pas conquérir en utilisant les États-Unis pour faire son sale boulot. La Russie tente d'obtenir à la table des négociations ce qu'elle n'a pas pu obtenir sur le champ de bataille. Mais pour que la paix soit durable, elle doit être juste. Nous savons tous que le Donbass n'est pas l'objectif ultime de la Russie. La situation au Moyen-Orient influencera également le cours de la nouvelle étape des négociations de paix concernant l'Ukraine. L'administration Trump a besoin de résultats. Dès lors, l'Ukraine doit convaincre les représentants du leader américain que des concessions ne stopperont pas l'agression russe.
Ces quelques kilomètres que l'Ukraine tient, si elle nous les cédait, alors c'est sûr, nous nous serions déjà arrêtés. C'est un gros mensonge, un mensonge énorme. Et ils en sont tout à fait conscients. Mais pour Poutine, mentir est aussi naturel que manger. Les tentatives pour forcer l'Ukraine à céder du territoire ne feront qu'ouvrir la voie à Poutine pour aller plus loin et n'offriront aucun levier à Trump. Atout de Trump. L'objectif principal et le plus critique pour notre délégation sera d'articuler et de démontrer minutieusement que, s'ils choisissent maintenant de suivre le plan stratégique proposé par la partie russe, cela posera sans aucun doute une menace sécuritaire monumentale et immédiate pour Trump lui-même. Et d'une manière ou d'une autre, dans ce cas, Trump les blâmera de off à Kushner pour cet échec. La menace principale pour l'Ukraine est le retrait des États-Unis du processus de négociation. Cependant, cela se retournerait aussi contre Trump. C'est se tirer une balle dans le pied. Et puis, vu la situation en Iran, il sera difficile de parler d'élection du tout. Tous les démocrates, et même une partie des républicains, demanderont à Donald Trump pourquoi il n'a pas tenu sa promesse. Sa campagne promettait d'apporter la paix en Ukraine en 24 heures. De plus, en ce moment, la Russie fait monter les enchères dans le processus de négociation. La rhétorique de Moscou change, et si les États continuent de montrer leurs propres faiblesses en tardant, cette rhétorique changera encore plus. Qu'est-ce qu'il dit, Lavrov lui-même? Qu'il n'envisage aucune possibilité de garantie de sécurité pour l'Ukraine? Sans garantie de sécurité claire, l'Ukraine ne peut plus avancer dans les négociations. Cela concerne le financement de l'armée ukrainienne. Après la guerre, la fourniture de systèmes de défense aérienne supplémentaires. Mais la question principale est, comment les Alliés réagiront-ils à une éventuelle nouvelle attaque de la Fédération de Russie? Et que feront-ils pour l'empêcher? Yevgenia Trishchenko, nous sommes l'Ukraine, Marathon, Nouvelles-Unies. Une sensation se prépare en mer. Une nouvelle opération spéciale pourrait-elle prendre forme? Cela peut paraître difficile à croire, mais les drones navals ukrainiens semblent être en cours de modernisation, signalant une nouvelle phase dans leur déploiement. Cette flotte silencieuse évolue vers un outil de guerre plus avancé et imprévisible, avec une précision accrue, une portée plus profonde et bien moins de prévisibilité pour l'ennemi. Le résultat est un sentiment de pression croissant sur les forces russes qui sont obligées de réagir à un champ de bataille qui ne cesse de changer de forme. Qu'est-ce qui est exactement mis à jour et comment cela pourrait-il influencer les développements futurs sur la ligne de front? Tous les détails dans le reportage. En mai 2023, plusieurs drones navals ont attaqué le navire de reconnaissance russe Ivan Kurs. Et en juillet de la même année, nos soldats ont utilisé des drones navals pour détruire un support et une partie du pont de Kerch. Plusieurs autres opérations spéciales réussies ont été menées en 2024. En particulier, en février, des agents du renseignement ukrainien ont frappé la corvette russe Ivanovets avec un Magura et, quelques mois plus tard, ont coulé 2 grands navires de débarquement. C'était le Zenkonekov près d'Aloupka et le Sergei Kotov près du détroit de Kerch. Nous les avons forcés à cacher leur flotte dans divers endroits, de Novorossiysk aux ports les plus reculés. Et en fait, nous avons réussi à garantir et à renforcer notre sécurité économique, ainsi que l'intégrité absolue et l'inviolabilité totale de notre corridor céréalier. Aujourd'hui, l'Ukraine est considérée comme un leader dans le développement et la production de drones maritimes. Les projets clés sont les célèbres drones marins Magora et Barracuda, le drone sous-marin Marichka et le drone de surface Sibabi. Aujourd'hui, les drones maritimes ukrainiens sont des plateformes maritimes qui transportent des armes légères, c'est-à-dire des mitrailleuses. Cela inclut des armes de défense aérienne et les missiles correspondants qui peuvent, et il y a déjà pas mal de cas, abattre, entre autres, des hélicoptères et des avions russes. Et nos inventeurs les améliorent constamment. La seule série Barracuda compte 9 types qui sont divisés en 4 groupes. Il s'agit de drones aquatiques standards et de drones de surface construits sur la base de bateaux et de jet-skis. Selon des estimations approximatives, il existe environ 100 entreprises en Ukraine qui développent et fabriquent des drones aquatiques. Elles apparaissent, certaines ferment, d'autres fusionnent et d'autres changent. Depuis le début de la guerre, tout cela s'est développé comme une avalanche.
Et déjà en 2023, l'entreprise Ukroboronprom, qui est une société mère qui unit ou soutient, couvrant essentiellement toute une gamme de plus petites entreprises, s'est impliquée. Il est difficile de lister tous les drones navals créés par les Ukrainiens pendant la guerre. Certains d'entre eux n'ont même pas de nom. C'est parce que nous préférons une production en petite série, adaptée aux commandes de nos militaires. En d'autres termes, quand les militaires demandent quelque chose pour une tâche spécifique, les drones navals y sont immédiatement adaptés. C'est l'avantage de la production en petite série. Nous produisons 3 unités. Les militaires disent que cela ne fonctionne pas bien. Ils ne sont pas assez bons. Nous changeons les 3 unités suivantes. Elles sont déjà modifiées. Les pays de l'OTAN étudient activement l'expérience de l'Ukraine dans la guerre des drones navals et maintenant, les pays du Golfe Persique s'y intéressent aussi car ils ont été confrontés à des blocus de l'Iran dans les détroits maritimes. Elvina Sidboulayeva, Marathon, Nous sommes l'Ukraine, Nouvelles-Unies. La Moldavie continue de se libérer de l'emprise de Moscou. La présidente Maia Sandu a signé un décret historique qui sort symboliquement le pays de l'ombre du Kremlin une fois pour toutes. Comment cette décision audacieuse affaiblit davantage les restes de l'influence russe et ouvre une voie claire pour Chisinau vers l'Europe? Regardons le reportage. Les principes fondamentaux de la CEI ne sont plus respectés en Moldavie. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays après que la présidente Maia Sandu a signé des décrets dénonçant les accords. C'est une étape logique dans le cadre de la trajectoire vers l'intégration européenne. La Moldavie a entamé son retrait progressif de la communauté des États indépendants sur fond de guerre totale de la Russie contre l'Ukraine et a dénoncé ces 3 dernières années environ 70 accords qui auraient pu entraver son adhésion à l'Union européenne ou contredire ses intérêts nationaux. Nous dénonçons depuis longtemps les accords conclus au sein de la CEI. La protection sociale de nos citoyens résidant dans les pays de la communauté est assurée par des accords bilatéraux. Dans une situation où le pays se tourne vers l'Union européenne, il semble même étrange de rester dans une organisation où le rôle principal est joué par un État agresseur. Alexei Tulbur, ancien représentant permanent de la Moldavie auprès de l'ONU et du Conseil de l'Europe. Outre la poursuite de la coopération avec les États membres de la CEI par le biais d'accords bilatéraux, la Moldavie maintiendra également sa participation à un certain nombre de traités liés aux domaines socio-économiques et commerciaux. Toutefois, avant de quitter l'organisation, le pays devra rembourser 100 000 € de dettes accumulées au sein de la CEI. Le gouvernement estime que ce montant est significatif, mais pas exorbitant. En dénonçant cet accord, nous économiserons plus de 3 millions de lei par an, ce qui correspond à la contribution annuelle totale pour notre participation à la CEI. Et ces montants couvrent plusieurs fois la dette correspondante. Mikhail Popchoy, vice-premier ministre de Moldavie. Chisinau souligne que le choix stratégique a été fait et qu'il est inextricablement lié à l'Union européenne. La Moldavie ne se contente pas de progresser vers l'adhésion, elle propose également à l'Union européenne sa propre expérience en matière de lutte contre les menaces hybrides russes, des cyberattaques à l'ingérence électorale. Chisinau accuse Moscou de mener des campagnes d'ingérence et de déstabilisation à grande échelle avant les élections clés de 2024 et 2025, rapporte Politico. À l'époque, le Kremlin n'a reculé devant aucune tactique, allant de l'achat de voix aux cyberattaques et à l'utilisation de fermes à trolls pour diffuser de la désinformation. La Moldavie, par tâtonnement, a testé et mis en œuvre avec succès des contre-stratégies. Nous pouvons partager notre expérience en matière de lutte contre le financement illégal, de lutte contre la désinformation, de cybersécurité et de protection de l'intégrité des processus électoraux. Stanislav Secrieru, conseiller à la sécurité nationale de la présidente de la Moldavie. Parallèlement, Chisinau a annoncé qu'elle était prête à rejoindre la coalition des pays volontaires en soutien à l'Ukraine. C'est ce qu'avait précédemment déclaré la présidente Maia Sandu. L'initiative de la coalition rassemble plus de 30 pays qui fournissent à l'Ukraine une assistance militaire et logistique. Une telle participation pourrait également s'inscrire dans une architecture de sécurité européenne plus large après la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Comme l'indique la présidente de la Moldavie, la décision d'adhésion doit encore être examinée par les autres pays membres de la coalition des volontaires, ce qui pourrait se produire dans les prochaines semaines. Je tiens à vous rappeler que nous soutenons déjà l'Ukraine en formant des sapeurs. Et c'est exactement ce que nous pouvons faire et ce que nous avons proposé si les membres de la coalition des volontaires décident d'accepter l'adhésion de notre pays.
Le retrait de la Moldavie de la CEI et son rapprochement avec l'Union européenne ont fermement établi le pivot stratégique du pays vers l'Occident. Malgré les critiques des forces pro-russes, Chisinau se concentre sur la sécurité, l'intégration et les actions conjointes avec ses partenaires. Et dans le contexte de la guerre actuelle de la Russie contre l'Ukraine, ce choix devient une question de stabilité à long terme pour toute la région. Karina Loloyan pour la chaîne Freedom TV. Que pensez-vous des derniers événements? Partagez votre avis dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour rester informé des principaux titres. À bientôt!